Merci pour cet accueil musical. Monsieur le député, Monsieur le président du territoire Paris-Est et Marne-et-Bois, cher président Jacques J.P. Martin, Monsieur le président du conseil départemental, Madame et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les élus, Madame la présidente de la Chambre des métiers, Monsieur le président de la Chambre de commerce, Mesdames et Messieurs, je suis naturellement également très heureux d'être parmi vous ce matin pour cette séquence d'ouverture de ces assises du territoire Paris-Est Marne-et-Bois. Et je vous remercie sincèrement d'avoir proposé à quelques-uns de vos interlocuteurs institutionnels de partager avec vous leurs regards et leurs attentes sur l'action des territoires, et en particulier naturellement le vôtre. Et donc après le président du conseil départemental, je vais dire quelques mots sur le regard de l'État et ses attentes et le travail déjà accompli avec vous quant au territoire qui est le vôtre. Alors, je voudrais commencer par dire qu'arrivant il y a un peu plus de 2 ans dans mes fonctions de représentant de l'État dans ce département, j'ai découvert alors cet objet que je n'identifiais pas très bien, qui était un peu nouveau pour moi, qui était l'établissement public territorial, puisque c'est son nom juridique, si je puis dire, et consacré par la loi. Un échelon d'intercommunalité, sans être pour autant un EPCI, avec le statut, y compris fiscal, qui s'y attache, des territoires extrêmement peuplés, 500 000 habitants pour le vôtre, 700 000 pour le territoire du Grand Orly-Seine-Bièvre, à l'autre bout du département, si je puis dire, des territoires très peuplés qui n'ont pas pour autant le statut de métropole que des territoires aussi densément peuplés en province sont en train d'acquérir de plus en plus, et pour cause, puisque vous êtes partie intégrante, nous sommes partie intégrante d'une métropole de rayonnement mondial qui est celle du Grand Paris. Alors, je vais le dire tout de suite, 2 ans plus tard, au fil de nos échanges, au fil de nos travaux en commun, et puis en m'appuyant sur l'analyse que nous portons au niveau des services de l'État, et sans rien enlever au rôle et à la place de l'échelon communal auquel je crois qu'ici tout le monde est attaché, je voudrais dire ma conviction que les territoires ont su trouver une place particulière, une place à part entière, si je puis dire, et pas entièrement à part, et ils ont à la fois parcouru du chemin, mais ont aussi, chacun l'a dit jusqu'à présent, de beaux défis à relever encore dans les temps qui viennent. Alors, messieurs les présidents, vous l'avez dit, et je ne voudrais pas oublier de saluer le maire de Saint-Maur qui nous accueille dans cette magnifique salle, il l'a dit également, les conditions de conception des territoires, des établissements publics territoriaux, les conditions de leurs ressources financières, les conditions aussi de leur cartographie, disons-le, sont marquées par le contexte de l'adoption de la loi NOTRe. Je pense que la plupart ici l'ont bien en tête. Certes, l'existence des territoires est récente et elle est venue s'inscrire dans un département, pour ce qui concerne le Val-de-Marne, marqué, je vais oser le terme, par un certain irrédentisme communal, puisqu'un bon tiers des communes du département ne s'inscrivaient dans aucune intercommunalité quand les EPT ont été créés, et 9 des communes de votre territoire n'étaient pas non plus inscrites dans cette démarche lors de la mise en place de Paris-Est Marne-et-Bois, et d'ailleurs vous aviez des relations privilégiées même avec des communes d'un département voisin relativement ancrées dans l'histoire. Mais un peu plus de 3 ans après, sans que ce soit toujours facile, vous l'avez dit, sans qu'il y ait des débats, bien sûr, et sans occulter les questions qui sont posées pour l'avenir de vos ressources, de votre positionnement, de votre rapport à la métropole du Grand Paris, et plus généralement des questions ouvertes sur l'organisation institutionnelle de l'agglomération parisienne, je pense que chacun, au-delà du petit film d'ouverture, de ce qui vient d'être dit, de ce qui sera dit dans la matinée, je pense que chacun peut mesurer le chemin parcouru, mais aussi les défis qu'il faut relever. Ce chemin parcouru repose entre autres sur votre implication, Monsieur le Président, dans un contexte où, contrairement aux EPCI plus classiques ou historiques qu'on peut rencontrer en province, et la province commence finalement assez vite au-delà de nos frontières départementales, contrairement donc à cela, il n'y a pas réellement de centralité qui s'impose,
Et il faut démontrer presque en permanence la plus-value de l'échelon territorial. Mais c'est important cette notion de plus-value, parce qu'on n'est pas dans le mécano, on est dans la démonstration et dans des actions très précises. Donc la plus-value de l'échelon territorial aux côtés d'institutions puissantes, il faut bien le dire, qui coexistent en Île-de-France. Chacun sait ici en tout cas votre engagement dans la promotion de cet échelon, votre inlassable plaidoyer, vous l'avez encore fait ce matin, pour en faire un EPCI de droit commun avec les ressources fiscales qui s'y attachent. Vous vous êtes entouré, Monsieur le Président, de vice-présidents dynamiques qui vont pour certains témoigner de leur action dans le cours de la matinée. Alors naturellement, une grande partie des efforts du T10, alors je ne vais plus employer après ce chiffre, mais les nouveaux arrivants, pardon Monsieur le Sénateur, je ne vous avais pas vu, les nouveaux arrivants et ceux qui ne connaissent pas très bien, utilisent ces numérotations, chacun le sait bien, et puis après on apprend, et on apprend les intitulés, et donc on n'utilise plus les numéros. Et donc une grande partie des efforts de Paris-Est, Marne-et-Bois, comme des deux autres territoires du Val-de-Marne, durant ces premières années d'existence, a donc naturellement été consacrée à la structuration du territoire, vous l'avez rappelé, à l'apprentissage, pour ceux qui n'en avaient pas l'habitude, du fonctionnement intercommunal, au transfert de compétences, de personnel, de ressources, et avec le transfert peut-être plus récent des compétences en matière de développement économique et d'aménagement, vous avez, avec l'accompagnement permanent, autant que vous le souhaitiez et qu'il était nécessaire, des services de l'État, de l'équipe préfectorale, de moi-même, vous avez globalement achevé finalement cette phase de mise en place qui était évidemment très, très consommatrice de temps, d'énergie. Et soyons francs, dans certains domaines, on sent bien qu'une approche relativement prudente a été initialement retenue, ne serait-ce que parce qu'à certains moments, vous avez dû attendre le positionnement d'autres institutions, en particulier la métropole, et on sent bien que cette approche évoluera sans doute à l'avenir et qu'il reste des sujets sur lesquels il y a indubitablement des choses à consolider, mais je crois que chacun ici peut se féliciter du chemin parcouru. Alors je ne vais pas évidemment écheniller les compétences du territoire, ça n'aurait pas de sens. Puis, Monsieur le Président, vous l'avez fait d'ailleurs de manière assez synthétique dans votre intervention, mais je dirais qu'on trouve à la fois des compétences qui touchent à la vie quotidienne, et c'est sans doute cela qui était très bien mis en évidence dans le petit film qu'on a vu en ouverture. Quand on parle de gestion des déchets, quand on parle d'eau et d'assainissement, quand on parle de voirie, quand on parle d'équipements à vocation culturelle ou sportive, on est évidemment dans des sujets de vie extrêmement quotidienne que chacun perçoit assez directement quand ça marche et aussi quand ça ne marche pas. Et donc il y a là évidemment des attentes très fortes, mais c'est plutôt aux habitants du territoire de le dire et de s'exprimer qu'à celui qui vous parle. Et puis, il y a des sujets, évidemment, de portée un peu différente, une vision stratégique qu'il faut porter à l'échelle du territoire. Je ne l'oppose pas du tout, et vous allez le voir, à ces sujets de vie quotidienne, mais évidemment, ils obligent à tirer plus loin et à rassembler des intérêts qui peuvent parfois être contradictoires. Je les regroupe sous deux axes qui me paraissent assez fondamentaux. Le premier, c'est celui de la solidarité, et le second, me semble-t-il, c'est celui du développement durable. Alors la solidarité, elle touche des matières qui sont à la fois essentielles. Vous avez parlé de l'aide aux sans-abri, en sortant d'ailleurs un peu des compétences du territoire, mais en insistant sur ce côté de solidarité qui vous anime et que je crois que vous portez vous-même très personnellement, y compris en permettant l'accueil de réfugiés dans les gymnases de votre commune, comme d'autres ici d'ailleurs, Monsieur le maire. La solidarité, c'est évidemment la question du logement, de l'accueil des milliers de demandeurs de logements sociaux et de la mixité sociale. Je ne commence pas par le sujet le plus facile. Lors de l'installation de la conférence intercommunale du logement, que je co-préside à vos côtés, Monsieur le Président, en mars dernier, nous avons eu, vous comme moi, l'occasion de rappeler l'ampleur particulière des enjeux dans ce domaine et l'objectif que nous portons au sein de cette conférence de l'élaboration d'une convention intercommunale d'attribution des logements sociaux, sujet éminemment sensible, qui fixe des règles du jeu partagées. Mais pour qu'il y ait une convention d'attribution, encore faut-il qu'il y ait des logements à attribuer, c'est mieux,
Et il y a donc sur ce territoire, sur votre territoire, un enjeu d'offre de logement, vous le savez mieux que moi, pour répondre, si on prend les chiffres vous concernant, aux 29 000 demandes actives de logement social, dont 1 sur 12 est satisfaite chaque année en moyenne. Il y a évidemment un enjeu de répartition de cette offre pour rééquilibrer l'existence du parc social entre les différentes communes. Et puis, il y a un enjeu d'attribution des logements pour qu'ils profitent aux plus fragiles et aussi pour sortir de la concentration de ces publics fragiles des quartiers aujourd'hui classés en quartiers prioritaires de la ville. C'est un sujet que nous portons avec les maires, qui intéresse sans doute bon nombre de ceux qui sont ici, et qui évidemment est plus simple à théoriser qu'à pratiquer. Monsieur le Président, je sais que sur ce sujet, le territoire se mobilise, l'installation de la CIL en témoigne. Il faut désormais, évidemment, poursuivre dans la construction de nouveaux logements, prioritairement, bien sûr, là où la demande est forte, y compris d'habitants des communes qui y vivent et qui veulent continuer à y vivre. Le territoire a pour cela un outil, évidemment, très important à sa disposition, qui sera dans le futur le PLUI. Vous l'avez évoqué. Chacun connaît le sensible plan local d'urbanisme intercommunal. Chacun connaît la sensibilité de ce sujet et le souhait extrêmement fort, et qu'on peut comprendre des communes, de garder la main sur leur développement et leur planification urbaine. Mais permettez-moi, dans le rôle qui est le mien, et peut-être plus facilement que d'autres, de poser cette question sur notre capacité à continuer de fonctionner dans l'aire urbaine dense, qui est celle de l'agglomération parisienne, en raisonnant sur la ligne frontière de chacune des communes. Notre vie quotidienne à tous montre que non. Et pour autant, il y a des histoires, il y a évidemment des attachements à telle ou telle caractéristique qui se comprennent parfaitement par ailleurs et sur lesquels, évidemment, il y a matière à travailler. Solidarité aussi, quand on évoque les enjeux extrêmement stratégiques qui existent et que nous portons ensemble autour de la rénovation urbaine et de la politique de la ville, dont les différentes institutions qui travaillent sur ces sujets souhaitent qu'elles soient portées au niveau des intercommunalités et donc ici des territoires. Évidemment, ces sujets ne sont pas sans lien avec la question de la mixité sociale et sur la nécessité, évidemment, de pouvoir partager les enjeux de solidarité. Je sais que vous y êtes attachés. Évidemment, le territoire Paris-Esmar-des-Bois n'est pas celui qui est numériquement le plus concerné par les quartiers en rénovation urbaine ou en politique de la ville. C'est clair, c'est factuel. Et pour autant, chacun sait que les quartiers concernés, à Bois-l'Abbé ou à Fontenay, évidemment, concentrent des situations sur lesquelles nous avons besoin d'être extrêmement attentifs les uns et les autres. Et donc, Monsieur le Président, nous aurons dans les mois, j'ose dire les mois pour ne pas dire les années, parce qu'il vaudrait mieux que ce soit des mois, nous aurons ensemble apporté tout un nombre de conventions cadres sur la stratégie de l'habitat, de conventions sur la rénovation urbaine, de contrats de ville rénovés avec les maires qui sont concernés. Vous aussi, Monsieur le maire, vous avez ici un quartier prioritaire près du pont de Créteil, comme on l'appelle. Et chacun sait aussi que c'est un sujet d'attention pour vous. Solidarité donc, et naturellement, développement, et tout le monde le souhaite, développement durable. Vous êtes, Monsieur le Président, dans une aire géographique extrêmement dynamique, qui fait coexister des pôles résidentiels qui ont du charme, chacun le sait, chacun les parcourt régulièrement avec beaucoup de bonheur, avec les enjeux de peuplement que j'ai rappelés, et puis naturellement des secteurs d'activité importants, présents ou à venir. Le président Favier en a évoqué quelques-uns, je ne vais pas redire ce qu'il a dit, si ce n'est pour souligner que nous sommes collectivement engagés sur l'avancée des projets qu'il a mentionnés. Vous avez une compétence sur l'aménagement, qui est maintenant une compétence d'ailleurs exclusive, que vous partagez avec la métropole pour ce qu'elle décide de considérer comme opération d'aménagement d'intérêt métropolitain, mais elle a peu utilisé cette compétence. Et puis, naturellement, vous êtes en charge aussi de la question du développement économique aux côtés du Conseil régional au cas d'espèce. Et donc, nous sommes engagés sur des sujets tout à fait structurants,
Le président Favier évoquait la VDO, la voie de desserte orientale, en lien avec Grand Paris Sud-Est Avenir, puisqu'il y a 2 territoires concernés. Cette nécessité de porter un rééquilibrage entre le logement et l'activité économique sur l'est de l'agglomération parisienne. Nous sommes engagés au sein d'un contrat d'intérêt national qui a remplacé les contrats de développement territoriaux. On essaiera que ça aille jusqu'à son terme. Nous sommes engagés dans le cadre du contrat d'intérêt national, là aussi, de Bercy-Charenton. Hervé Giquel, qui était là au début, aurait pu en parler mieux que moi, mais c'est un sujet évidemment très important et qui illustre aussi la nécessité de pouvoir travailler avec notre grand voisin parisien et que les territoires qui ont aussi été conçus pour incarner une forme d'équilibre avec la ville de Paris, territoire un peu singulier, se renforcent dans cette incarnation qui n'est sans doute pas la plus simple. N'est-ce pas, Monsieur le Président ? Et pas simplement sur le sujet de Bercy-Charenton. Je salue l'implication du territoire que vous avez accepté d'engager financièrement, au nom de tous ceux qui sont là, autour des grands projets d'infrastructure que sont effectivement la gare de Brivilliers-Champigny, la partie interconnexion avec le RER et la ligne 15 Est qui doit se brancher sur ce réseau. Je crois que c'est évidemment très important que l'ensemble des acteurs manifestent, y compris financièrement, leur engagement autour de ce projet. Et je vous remercie également, Monsieur le Président, d'avoir accepté d'engager le territoire dans le bouclage de l'opération du franchissement du pont de Nogent. On en a vu quelques images là dans le petit film très rapidement. Je crois que chacun ici, pour ceux qui empruntent ce pont, voit déjà le mieux sur le franchissement du pont. Il faut maintenant permettre aux piétons et aux cyclistes de pouvoir le pratiquer dans de bonnes conditions de sécurité et de sérénité. Voilà, vous vous êtes doté, après quelques discussions avec les mairies, d'un outil au travers de la SPL, qui est maintenant territoriale, la Société publique locale d'aménagement en particulier. Et donc, il y a là beaucoup, évidemment, d'enjeux pour la suite du territoire. Et puis, naturellement, Monsieur le Président, mais vous en avez parlé, messieurs les présidents, le territoire est attendu sur des questions de développement durable, avec la déclinaison d'objectifs extrêmement lourds de sens pour notre avenir à tous, à vrai dire, sur l'économie circulaire, les plans effectivement dédiés au climat et à l'énergie, ou encore la résilience des aménagements face aux risques naturels. Et puis chacun sait l'engagement du territoire sur l'objectif de rendre la Marne et certaines parties de la Seine à la baignade d'ici aux Jeux Olympiques. C'est pas simple. Chacun sait l'engagement du vice-président du territoire, maire de Saint-Maur et président du syndicat Marne Vive, qui se mouille beaucoup sur le sujet, si je puis me permettre cette image, et pas simplement le jour du big jump qui approche, si j'ai bien noté les choses dans les tablettes. La qualité de l'eau de ce fleuve, ou de cette rivière, je ne sais pas comment il faut appeler la Marne, qui structure votre territoire, est un enjeu majeur pour son environnement, sa qualité de vie, l'attractivité de votre territoire. Évidemment, ça suppose des investissements importants, c'est clair, des actions de pédagogie, et c'est bien que le territoire puisse les porter. Je voudrais aussi dire, je vais être plus court, que votre territoire a su s'impliquer dans des champs qui débordent de ses compétences et qui, je pense, illustrent assez bien ce que Sylvain Berrios appelait de ses voeux en ouverture, c'est-à-dire l'articulation entre ce que l'échelon de proximité qu'est la commune et l'échelon de mutualisation et de partage qu'est le territoire, au-delà des compétences obligatoires et de l'écriture de la loi plus ou moins à parfaire. Je prendrai 3 exemples très rapidement. La question sur l'hébergement de publics vulnérables, de l'accueil des gens du voyage. Je reviens à un sujet qui n'est pas simple, mais sur lequel nous avons des obligations collectives. Et je remercie les territoires, le vôtre en particulier, d'avoir accepté de s'engager sans attendre que juridiquement le mécanisme, la métropole, les territoires se mettent en place, d'avoir accepté de vous engager dans la gestion de ce dossier, qui, y compris au sein du territoire, n'est pas simple. Mais je crois qu'on a besoin d'une réflexion qui dépasse là aussi le regard parfois trop centré sur les enjeux communaux pour prendre un petit peu de recul et pouvoir avancer sur ce dossier, en particulier sur la gestion de l'aire de grand passage. Je vous en remercie.
Vous êtes aussi engagé sur un sujet qui mobilise, je le sais ici aussi à Saint-Maur, mais dans toutes les communes autour de l'habitat indigne. Vous participez des réflexions que nous menons pour avancer sur la lutte contre cette forme d'exclusion qu'est l'habitat indigne, et puis tout ce qui tourne autour, les marchands de sommeil, tous ces escrocs là, qui prospèrent sur la misère des gens les plus fragiles. Vous avez ici un service intercommunal d'hygiène. Je crois que c'est un bon exemple de ce qui peut être développé au profit des communes qui n'ont pas de service communal d'hygiène. C'est ceux qui vont constater les situations pour qu'ensuite on puisse lancer les procédures. Je crois que c'est un exemple à développer très clairement de ce qui peut être apporté par une mise en commun des moyens des communes à leur profit, en laissant aux communes le rôle de proximité dans la détection des situations et en rassemblant les compétences rares, parce que être dans les services d'hygiène, eh bien, c'est pas forcément très développé comme compétence quand on sait la complexité de ces procédures. Et puis, vous êtes allé sur un sujet qui n'est pas évident pour les intercommunalités de Petite Couronne, qui est le problème de la protection des populations. Et vous avez résolument, au travers des crues de la Marne, investi ce champ, y compris en réfléchissant à des équipements mis en commun, des bateaux, des voitures avec la hauteur suffisante pour franchir les cours d'eau en crue quand c'est nécessaire. Voilà, alors je termine sur une question, mais il n'y a que vous qui pouvez y répondre. Est-ce que le territoire est perçu par nos concitoyens comme une réalité de bassin de vie ? Elle s'incarne dans des choses très précises. Elle va s'incarner sur cette réalité, sur des sujets complexes, mais qui touchent des dizaines de milliers de nos concitoyens que je viens d'évoquer, pour prendre quelques exemples. Moi, je note en tout cas que nous avons aligné les limites des arrondissements, c'est-à-dire le périmètre couvert par les sous-préfectures, sur les limites administratives des territoires. Je note que nous avons au niveau du préfet de région et de la présidente du conseil régional, fait de cette échelle de vie et de structuration du tissu économique celle des bassins emploi-formation. Vous avez installé avec le sous-préfet il y a quelques semaines le bassin emploi-formation à l'échelle du territoire Paris-Est Marne-et-Bois. Et je crois que c'est un bon exemple de ce qu'on peut faire pour réfléchir sur des sujets de ressources humaines, de compétences, de réponse aux besoins des acteurs économiques. Il y en a certainement beaucoup dans la salle. Et puis naturellement, c'est aussi avec vous que s'est noué le partenariat, et avec le département, avec la SGP, sur les retombées en termes d'emploi et d'activité économique des travaux du Grand Paris Express, puisque chacun des territoires a signé une convention, en plus de celle du département sur l'insertion par l'activité économique, pour travailler sur ces sujets et coordonner le travail. Voilà, mesdames et messieurs, je crois que chacun sait ici les questions, parfois même les obstacles, qui peuvent encore se dresser sur le chemin d'une pleine maturité des territoires. Chacun sait aussi sans doute la somme de travail, de temps, d'énergie qu'il faut déployer pour franchir pas à pas les étapes, les difficultés. Vous êtes une intercommunalité encore jeune. Presque quand je suis arrivé il y a 2 ans, vous voulez déjà tirer des bilans. Bon, mais c'est vrai que c'est compliqué. Il faut laisser le temps, je ne vais pas dire le temps au temps parce que ça a déjà servi, mais il faut sans doute laisser effectivement un peu de recul pour regarder le chemin parcouru, ce qui reste à faire évidemment. Je ne veux pas minimiser la tâche qui est la vôtre et je vous redis que les services de l'État, les sous-préfets, moi-même, nous continuerons évidemment d'être à vos côtés quand vous le souhaiterez et sur ce qui sera nécessaire pour vous accompagner dans ces démarches. Et je suis absolument persuadé que nous saurons franchir ensemble les futures étapes et les évolutions législatives qui pourraient intervenir le cas échéant, n'est-ce pas, monsieur le député, monsieur le sénateur? Les avancées déjà constatées, les habitudes de travail en commun déjà prises, le regard mieux partagé sur certaines problématiques doivent en tout cas vous encourager à maintenir le cap, tout en poursuivant la recherche du meilleur équilibre avec la commune, les communes d'un côté, et les blocs métropolitains et départementaux de l'autre. En tout cas, je n'ai pas de doute, Monsieur le Président, et je termine par là, que ce territoire, et plus généralement les territoires de l'agglomération parisienne,
pourront, pour ce faire, continuer de s'appuyer sur la sagesse qui est la vôtre, et, j'allais dire, quelles que soient ensuite les échéances, et sur votre grande connaissance des femmes et des hommes qui font la force du territoire Paris-Est, Marne-et-Bois. Bonne matinée de travail. Merci pour votre écoute.